Bonsoir. Quand une fusion engendre une division, ceci pourrait être le titre d'un roman qui décrit l'ambiance qui sévit au groupement interpatronal du Cameroun, GICAM, ces derniers mois. Fiction, drame, romance, une chose est sûre, les chapitres sont les uns plus captivants que les autres. Le 5 avril dernier, l'aspect socio-économique a vécu avec faste la signature du traité de fusion GICAM-ECAM entendé entreprises du Cameroun. La joie du retour à la maison de celui-là qui a quitté le navire en 2008 sera de courte durée. Les voix s'élèvent pour décrier les bases de cet accord et voilà que des clans sont formés. Alors qu'une faction est en justice pour demander l'annulation de cet accord, une assemblée générale extraordinaire tenue le 11 juillet 2023 a obtenu 73,7% de oui pour une fusion. Seulement, de quelle fusion s'agit-il? Fusion-absorption ou fusion-création? Nouveau chapitre. S'il s'agit de ce dernier, un échec aura-t-il été célébré? En effet, selon les statuts de cette institution, en l'article 17 alinéa 3, il faut un seuil de 75% de voix pour une dissolution. Nouveau rebondissement, la convocation d'une assemblée générale constitutive pour le 14 décembre prochain. C'est du moins la substance d'un conseil d'administration tenu le 15 novembre dernier par le président sortant, car il faut le rappeler, l'élection à la tête du premier patronat camerounais devrait se tenir en cette fin d'année. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi cette institution d'habitude calme et même sereine fait autant parler d'elle aujourd'hui? Pour démêler ce qui s'apparente à une vaste toile d'araignée, je reçois ce soir un économiste. Il est expert en fiscalité, expert formateur certifié ONUDI en diagnostic et mise à niveau des entreprises. Le docteur Jean-Marie Biada est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Oriane, bonsoir. Bonsoir à nos centaines de millions de téléspectateurs. Un bonsoir particulier à tous les technico-artistiques qui s'échinent pour que cette émission soit vue sur toute la surface de la Terre. Et merci une fois encore d'avoir pris sur vous de m'inviter dans votre fauteuil rouge qui est extrêmement douillet, je peux le confirmer. Merci. Alors dites-nous, vous êtes au courant de cette vague quand même qui secoue le GICAM ces jours-ci. Selon vous, à cette période de l'année, on ne devrait pas entendre parler plutôt d'assemblée générale élective? Oui, le problème du GICAM, ça s'apparente vraiment à un feuilleton, avec des épisodes que vous avez rappelés avec beaucoup de brio. En avril, on a commencé par annoncer une fusion, mais de quelle fusion était-il question? Fusion, dissolution, fusion, absorption, fusion, création. Jusqu'ici, on ne sait pas très bien de quoi cela retourne, mais la réalité est telle que tout a commencé avec le président actuel, parce que le président actuel arrive à la tête de l'institution alors que le mandat est de 5 ans. Et je ne sais pas ce qu'il a poussé à raccourcir ce mandat de 3 ans, et puis subitement, en l'espace de quelques 2 ou 3 exercices fiscaux, on s'est retrouvé, on s'est rendu à l'évidence que nous étions pratiquement à la fin du 2e mandat. Or, le mandat là-bas est, heureusement ou malheureusement pour ceux qui veulent rester interminablement aux affaires, heureusement pour ceux qui perdent d'impatience dans les vestiaires à monter sur la scène. Donc le mandat, il est limité, un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. Donc en l'état actuel des choses, si on se fie uniquement au statut du GICAM, l'actuel président ne pouvait pas rempiler. Or, on a assisté ici à une opération proche à ce qu'on a vu en Angleterre, Tony Blair. Tony Blair, il a souvent eu pour compétiteur, ou à tout le monde concurrent, un certain Johnson, et il le battait systématiquement aux élections. Qu'est-ce qui se passe donc? Un beau matin, il lui dit, bah, tiens, dans un café, il dit, bon, je vais te donner le mégot du pouvoir. Et il est arrivé maintenant, le mercredi, ils sont allés voir la reine d'Angleterre, voici le nouveau Premier ministre d'Angleterre. Donc Brian Johnson a accédé au pouvoir en Angleterre sans avoir été élu. Il était en train de finir un mégot de pouvoir que son frère lui avait donné. Et puis, qu'est-ce qui s'est donc passé finalement? 2 ans après, il est allé aux élections. Comme il en a l'expérience, il a encore été battu parce qu'il n'a jamais gagné une élection. Donc on a comme l'impression que comme c'était les 2 enfants de la maison, M. Ayama et M. Tawamba qui étaient partis, l'un a dû dire à l'autre que je vais retourner là-bas
si ça marche vraiment, je vais prendre la présidence et puis je vais te donner un mégot. Et on a donc comme l'impression que c'est ce mégot que l'actuel président tente de passer à son frère et ami et ça ne marche pas. Mais pour regarder des choses de très près, Oriane, le GICAM quand même, pour être honnête, c'est la puissance patronale la plus emblématique. Le GICAM est plus vieux que le Cameroun moderne. Le GICAM, c'est 1957, son année de création, alors que le Cameroun indépendant, c'est d'abord, les gens ont tendance à oublier ça, c'est le Cameroun oriental qui est indépendant le 1er janvier 1960, et le Cameroun occidental, lui, il est indépendant le 1er octobre 1961, et les deux décident donc de créer la République fédérale du Cameroun. Donc, pour dire que M. Tawamba, actuellement, est-ce qu'il veut passer un mégot à son frère pour terminer le mandat? Il aurait pu gérer les choses autrement. Parce que quand on regarde même de très près, et vous avez bien cité les dispositions statutaires, même l'Assemblée générale de juillet n'avait donné son onction qu'à 73,7%. Oui. Or, les textes des statuts sont clairs. Si vous voulez aller donc dans le sens de la dissolution, les textes, et c'est le comité de sages qui le lui avait rappelé en disant il faut des suffrages valablement exprimés à hauteur de 75% pour toute initiative allant dans le sens de la dissolution de notre association. Or, n'ayant pas atteint donc 75%, si on est rigoureux, les hommes de droit appellent ça le positivisme, si on est positiviste, c'est-à-dire se lier uniquement, se limiter à ce que disent les textes, à ce que disent les statuts, le plus naturellement du monde, cela ne peut pas prospérer. C'est-à-dire quoi? Il faut peut-être une autre assemblée générale à l'occasion de laquelle on va donc battre campagne. Et en passant même, je ne sais pas pourquoi chez nous on n'aime pas trop les élections. Parce que même ceux qui sont contre, étant membres du GICAM, donc membres de l'assemblée générale, qu'est-ce qui paie d'assister à une assemblée générale et porter leur voix en disant aux autres, ne votons pas pour ce projet, et à la fin, lorsqu'on aura dépouillé, on verra très bien que le dépouillement a montré que le nombre de suffrages valablement exprimés en faveur du projet de fusion est par exemple de 40 ou de 30%, et le président du GICAM maintenant va abandonner. Or, les gens ont l'impression que les élections, chez nous, souvent, les résultats sont connus d'avance. Mais personnellement, si j'avais un conseil à donner à tous ces membres, c'est de les exhorter à aller à la prochaine assemblée et de battre campagne contre le projet de dissolution ou le projet de fusion. Lorsqu'on va donc parler du vote, à la fin, on va donc déployer les résultats. On verra donc très bien que leur position a prévalu par rapport à celle portée par l'hégémon central du GICAM actuel. Sauf que là, on est en train de parler d'assemblée générale constitutive pour le 14 décembre. J'ai envie de dire, est-ce que finalement on comprend que la fusion est actée? Cela serait donc un passage en force. Parce qu'en fait, eux, ils veulent se fonder sur les résultats du vote de juillet pour pouvoir procéder à leur fusion. Mais en juillet, on n'a pas supprimé les statuts. La structure existe toujours. Et à titre de rappel, le GICAM n'est qu'une association. Et la loi camerounaise, la loi de 1990, portant liberté d'association, ce n'est pas la loi régissant les associations, c'est la loi relative à la liberté d'association, nous indique clairement que pour être membre d'une association, il y a simplement deux conditions à remplir. Premièrement, adhérer au statut, et deuxièmement, être à jour de ses cotisations le jour du vote. Donc, tous les membres maintenant qui veulent contester ce que le président Tawamba est en train de dire à cette époque-là auraient pu, ou alors à tout le moins, si c'est déjà une assemblée constitutive, ça veut dire que pour le 11 juillet, on était là en plein dans une fusion-création. Et si c'est le cas maintenant, je crois que le président va également se mettre à dos les membres parce qu'en fait, les textes sont clairs. Il fallait 75%, c'est-à-dire 3/4 de suffrages valablement exprimés en faveur de son projet. Ce qui n'a pas été le cas. Quand on est à 73%, on n'est pas à 3/4. 3/4, c'est 75%. Donc, si on est à moins de 75%, ça ne fait pas 3/4. Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai un conseil à donner au président, qui sont en deuxième tour. C'est pareil lors des élections. Nous voulons faire de la démocratie et à l'intérêt des associations, puisqu'il n'y a pas d'argent, le président Tawamba n'est pas payé. C'est lui qui paye plutôt les cotisations là-bas. Donc je ne sais pas en quoi cela lui rapporterait quelque chose. Qu'il saisisse cette occasion-ci pour faire en sorte que le GICAM soit le creuset d'une démocratie associative au Cameroun. En faisant quoi, par exemple? En acceptant le deuxième tour. Le deuxième tour, d'ailleurs, quand on va aux élections, par exemple, si ce n'est pas le cas au Cameroun, mais dans les régimes politiques où on dit que l'élection du président de la République, par exemple, se fait au suffrage universel à 2 tours.
Mais le deuxième tour n'a lieu que si aucun candidat en liste n'a pu remporter 51% de suffrages valablement exprimés en sa faveur. Si au premier tour, il y a un candidat qui a 50 plus une voix, c'est fini, il n'y a plus de deuxième tour. Donc en l'espèce, on a donc dit le premier tour, si vous êtes en train d'aller à cette consultation pour la dissolution, celui qui porte le projet qui va remporter, le projet de dissolution qui va remporter 3/4 de suffrages valablement exprimés en sa faveur, il n'y a plus de deuxième tour. Donc en l'espèce, on a eu 73% de voix, donc on n'a pas eu 75% qui aurait évité un deuxième tour que le président Tawamba pour éviter des problèmes inutiles. Parce que à la tête de GICAM, je suis convaincu, ça lui il perd de l'argent là-dedans, ça ne lui rapporte pas de l'argent. Donc il accepte un deuxième tour au cours duquel maintenant il va repréciser les contours de son projet. Et ceux qui sont contre maintenant, qui viennent également. On joue dans le jeu de la démocratie et à la fin, s'il obtient ces 75% maintenant, il est fondé du point de vue juridique, du point de vue légal, du point de vue légitime même, à créer maintenant une nouvelle association patronale. Mais à date, on a comme l'impression que c'est un passage en force. Donc si l'Assemblée générale du 14 décembre prochain est consacrée à la création... Elle est constitutive parce que les principaux points, c'est le statut, le règlement intérieur, la présentation de la nouvelle identité visuelle. De la nouvelle association, pas de la nouvelle identité du GICAM. Donc ça veut dire que, tel que c'est présenté, le GICAM est donc décédé en juillet 2023 et les gens qui étaient là étaient en train d'organiser les obsèques et l'enterrement aurait donc lieu avant le 14 pour que le chef puisse sortir donc du lac comme le 14 juillet, le 14 décembre prochain, 2023. Dites-nous, est-ce que dissoudre quand même, le GICAM aujourd'hui c'est quand même 66 ans qu'il faut remodeler, est-ce que cette nouvelle institution-là pourrait avoir la même aura, la même force que ce qu'on a connu? Disons que comme c'est les mêmes personnes qui sont là, parce que même ceux qui contestent là, je vous ai parlé tout à l'heure de la loi de 1990 relative à la liberté d'association. Donc ces gens-là sont également libres d'aller créer leur association patronale, mais ils ne parviennent pas à le faire. Le GICAM quand même, n'oubliez pas également que nous sommes des Africains, purement des Camerounais. Et un Camerounais est toujours, pas seulement un Camerounais, un entre guillemets noir, hein, c'est pas péjoratif, est très content de gérer ce qu'on dit, ce qui appartenait aux Blancs. Donc moi je crois que ce fétichisme tout autour est dû au fait que c'est une affaire qui avait été gérée uniquement par les Blancs. Parce que tout à côté, vous avez par exemple la NEMCAM, Association nationale des établissements de microfinance du Cameroun, mais c'est une fêtière dans le domaine de la microfinance. Mais vous voyez que la NEMCAM est membre du GICAM. Vous avez l'APECAM, l'Association des professionnels des établissements de crédit du Cameroun. C'est une fêtière au niveau des établissements de crédit au Cameroun, 18 établissements à date. C'est une fêtière. Mais APECAM n'est pas gêné d'être membre du GICAM. Vous avez même le Syndustricam, syndicat des industriels du Cameroun, qui est une fêtière au niveau des industries, mais le Syndustricam n'est pas gêné de venir prendre sa carte de membre du GICAM. Donc j'ai comme l'impression que c'est parce que c'était à la base une affaire de Blancs. Nous sommes en 1957, c'était les Blancs qui importaient, c'était les Blancs qui avaient des industries, c'était les Blancs qui avaient des agréments en tout. Et aujourd'hui, qu'on se rend donc à l'évidence qu'on a une institution comme celle-là, qui, relevons-le au moins, Madame Donquin, qui a des actifs. Parce que le GICAM était locataire tout autour de vous ici, nous sommes en 1996, mais après, ils ont construit tout un siège imposant à la vallée des ministres du côté de Bonanjo, dans le premier arrondissement. Et si on demande aux autres associations de le faire, à tout le monde de présenter, ce n'est pas sûr que vous prenez la NEMCAM, ou bien la PECAM, ou bien le Syndustricam, ou plein d'autres entités, encore concurrentes même au GICAM, ce n'est pas certain que les autres peuvent se curer le nez et mettre les mains dans la poche pour dire que bon, allez à gauche ou allez à droite pour voir notre siège. Donc le GICAM a quand même des actifs, et d'autre part, vous l'avez dit tout à l'heure, l'un de ces actifs immatériels, c'est le nom. Le nom, il est connu. Le secrétaire exécutif du GICAM, par exemple, était membre de plein d'instances au niveau de l'Afrique centrale, par exemple. Vous voyez très bien un ambassadeur d'une république comme la France n'est pas gêné de venir ici à Douala et de rendre visite au GICAM. Alors que tout à côté, on a par exemple le MECAM, on a... je prêche également pour ma chapelle parce que j'encadre des PME depuis ces 20 dernières années. Nous avions également notre fédération là-bas qui s'appelait la FENAP,
Fédération nationale des associations des petites et moyennes entreprises. Or, la grosse maladie ici chez nous des associations, Madame Donkin, c'est quoi? Tout le monde court pour être membre de l'association, mais personne ne veut payer les cotisations. Les cotisations. Or, en l'état actuel du droit positif camerounais, les associations ne sont pas autorisées à recevoir des dons, ni des legs. Il faut que vous soyez une ONG. Donc l'ONG, c'est le prolongement de la vie associative qui te donne donc la possibilité de recevoir des dons et des legs. Donc en l'état actuel du droit positif camerounais, les associations n'étant donc pas habilitées à recevoir des dons et des legs, leur principale source de revenus reste donc d'abord les frais d'adhésion et ensuite les cotisations. Or, il se passe malheureusement que chacun de nous veut être membre de 1001 associations et personne ne veut cotiser. Nos associations restent donc naines. Et c'est pareil même pour les partis politiques, puisque les partis politiques sont des associations. D'ailleurs, la loi qui crée les partis politiques, en son premier article, est claire. La loi sur les associations s'applique mutatis mutandis aux partis politiques. Donc, regardez même pourquoi est-ce que nos partis politiques, on en est à 369. Si on vous demande le siège de 20 partis seulement ici dans la ville de Douala ou ailleurs, ça ne va pas être une sinécure pour vous d'indiquer où se trouve dans ce siège. Très bien. En parcourant certains journaux et même des journaux internationaux, on a pu lire quelques grandes lignes de ce qui va changer après la fusion donc, de ces deux patronats. On peut lire déjà entre les lignes, alors, ou les grandes lignes de cette assemblée constitutive-là, il apparaît clairement qu'il y a comme la dissolution du comité des sages. Il y aura la création d'un nouvel organisme qui devra pourtant jouer exactement, point pour point, le même rôle que le comité des sages actuel. Alors, comment est-ce qu'il faut interpréter cela? Oui, bon là, on estime que le président Tawamba, ou alors ses conseillers, on lui a proposé par exemple de les habiller Pierre pour habiller Paul. En l'espèce, on va se retrouver avec la nudité d'un saint qui sera exhibé. C'est-à-dire qu'on a voulu changer le nom, comité de sages. Et en passant même, pourquoi complexifier tout cela? Puisque le GICAM c'est une association, ou l'entité qui arrivera c'est une association, la loi est claire. Il n'y a que 2 instances qui dirigent une association. Quand je dis même diriger, j'exagère. C'est une seule instance, généralement, c'est le bureau exécutif. Le bureau exécutif, on peut avoir en bas maintenant un secrétaire exécutif, même moi j'en parle parce que je suis secrétaire exécutif d'une organisation consulaire quelque part, dans le privé. Alors, ne complexifions pas les choses. On dit, voici le bureau exécutif, on met donc quelques commissions spécialisées à gauche, à droite. Or, sortir 1, 2, 3, 4 instances pour diriger une association, premièrement, c'est illégal. Je le dis parce que j'ai été impliqué dans la création d'une association et quand nous sommes arrivés au niveau des instances habilitées, notamment la préfecture, on a dit non, vous ne pouvez pas avoir autant d'instances pour diriger votre association. C'est le bureau, c'est la loi qui le dit, ce n'est pas le préfet qui le dit ou quelqu'un d'autre. Donc quand vous avez une association, et je saute même sur l'occasion pour dire à un de nos frères qui a travaillé également, ils ont mis sur pied une association pour encadrer certains opérateurs dans le secteur avicole et eux ils ont plutôt jusqu'à 3 instances. Ils ont le bureau exécutif, ils ont l'Assemblée générale, ils ont la Convention nationale des aviculteurs qui, selon eux, est au-dessus de l'Assemblée générale. Du point de vue de la loi, c'est totalement illégal. On n'a pas 1001 instances qui dirigent une association en l'état actuel du droit positif camerounais. Donc, sur cette base-là, je dis au président qu'il essaye de ne pas complexifier les choses, qu'il trouve quelques petites instances, un bureau exécutif, et on a le secrétariat exécutif en bas qui va donc être le bras opérationnel de l'association et on peut créer donc quelques comités de ci, comités de ça, des comités spécialisés ou des comités où on va recueillir donc les avis des gens qui ont quand même beaucoup d'expérience en matière de gestion. D'ailleurs, vous voyez que ça, lors du mois de juillet, ils étaient déjà en train d'exulter par rapport aux résultats qu'ils avaient obtenus. C'est ce même comité de sages, parce que c'est des sages qui sont là-dedans. Les anciens présidents et vice-présidents du... Tout à fait, qui sont venus dire que non. Si toi tu vas aller dans le sens de la dissolution, encore qu'il l'avait déjà vu, puisque le président lui-même n'a jamais dit qu'il voulait rester là. Personnellement, j'ai dit que non, le mandat est allé très vite, il fallait laisser les 5 ans. Et on fait ces 5 ans normalement, et on fait encore un deuxième mandat, ça fait 10. Or, quand vous ramenez à 3 ans, au bout de 2 ans, ça fait seulement 6 ans. 6 ans, c'est l'équivalent d'un mandat. Et nous le disions off tout à l'heure, les jeunes qui arrivent à la tête de certaines associations, on pourrait peut-être pas dire demi-millionnaires. Il faut faire attention, ces associations n'ont pas mis 500 ans
ou 100 ans, ou 50 ans pour rien. Il y a de petits éléments, de petites astuces qui avaient été mises en place pour pouvoir faire en sorte que la structure mette le plus long possible. Nous l'avons vu dans l'ancienne URSS, Union des Républiques socialistes soviétiques, très rapidement. Tous ceux qui étaient la secrétaire générale du Parti communiste avaient 79 ans. Leonid Brezhnev, 82, 85 ans, Konstantin Tchernenko, et subitement on nous a sorti du chapeau un jeune de 54 ans. Et en 6 ans, avec sa glasnost et sa perestroïka, il a fait voler en éclats un empire des tsars qui avait plus de 60 ans d'âge et qui pouvait vivre davantage. Et à la fin, qu'est-ce que nous avons vu? Et regardez, tout à côté, parce que c'est un pays communiste, nous avons également un pays communiste qui est la Chine, qui est, on pourrait dire, le pendant asiatique de la Russie ou l'URSS de l'époque. Il y a un monsieur qui est arrivé et n'a pas mesuré, il a dit, tiens, il n'y a pas un texte qui est sorti, qui soit sorti du ciel et qui dise que on ne peut pas facilement créer une adéquation entre un marché, une économie de marché et un système politique communiste. Voilà que la Chine aujourd'hui, c'est un pays communiste, mais en même temps, c'est un pays qui applique les règles de l'économie de marché. Alibaba, par exemple, n'est pas américain, Huawei n'est pas français, et je conclus là-dessus pour dire, celui qui a acheté IBM en France, aux États-Unis, et qui l'a rebaptisé Lenovo, c'est purement un Chinois. Donc on peut faire l'économie de marché, mais en même temps du communisme également. Donc pour le cas, pour conclure, pour le président Tawamba, qui ramène le mandat à 5 ans, et puis le plus naturellement du monde, il met une maxi 2 instances de gestion. Une instance, c'est largement suffisant, c'est ce que dit la loi, le bureau exécutif, et puis il peut s'appuyer maintenant sur des comités spécialisés pour pouvoir conduire à bon port son projet de rénovation du patronat camerounais. Je voudrais qu'on parle de ce conseil des sages-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une partie, il y a une faction qui est au tribunal. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le comité de sages a une valeur contraignante au point de pouvoir faire peser dans la prise de décision de justice? Non, pour aller au tribunal, les rudiments de droit que nous connaissons en la matière sont clairs. Pour rester en justice, il faut, je crois, 3 conditions cumulatives. Premièrement, avoir la capacité, par exemple l'âge. Deuxièmement, avoir intérêt. Et troisièmement, avoir qualité. La qualité, les membres du comité de sages l'ont. La capacité, je ne connais pas le membre du comité de sages qui ne soit pas majeur là-bas. Chacun a dépassé largement les 5 ans, les 21 ans requis en matière de capacité pour ce qui est de la matière civile ici au Cameroun. Et enfin, intérêt, oui. Ils ont intérêt que l'association qu'ils ont reçue, parce qu'en fait, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi, lorsque dans un pays, on va contraindre un chef d'État en disant divise le pays, il résiste. Il résiste parce qu'en fait, le jour où il a hérité des fanions, on lui a dit tu vas protéger l'intégrité de ce pays, du territoire que tu reçois aujourd'hui, sur lequel tu vas veiller, tu vas être le trait d'union, à tout le moins, le symbole d'unité nationale, dont le comité de sages, à mon sens, devrait être dans ce symbole de l'unité de ce mouvement patronal. Donc ce n'est pas de gaieté le cœur qu'ils peuvent rester tranquilles, les membres de ce comité, et voir comment est-ce que l'association pour laquelle ils se sont battus des années durant, l'association pour laquelle ils ont contribué, l'association pour laquelle ils se sont battus à mobiliser les ressources pour qu'on puisse avoir les sources le plus impressionnantes. En Afrique centrale, lorsqu'on parle de mouvement associatif, l'un des plus grands, c'est le GICAM. Le siège du GICAM dépasse même le siège de certains mouvements consulaires qui appartiennent à l'État, c'est-à-dire des structures qui sont également là pour encadrer l'entrepreneuriat privé, mais qui reçoivent les subventions de l'État. Le GICAM ne reçoit pas les subventions de l'État. Il est parvenu à avoir un siège pour ce qui est de l'Afrique centrale, parce que je connais un peu, que ce soit le Tchad, avec le SIAMA, Chambre d'agriculture, d'industrie, des mines et de l'artisanat chez eux, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo. Le siège de toutes ces institutions-là a tout à désirer du siège du GICAM. Donc le GICAM a assez d'actifs qui, du point de vue de ses membres du comité de sages, est tel qu'ils ne peuvent pas rester tranquilles et voir comment est-ce qu'on est en train de tirer par un trait de plume ces actifs-là. C'est, de mon point de vue, ce qui a dû les pousser à dire, bon, comme nous ne parvenons pas à trouver raison entre nous ici, nous allons nous remettre à la justice étatique. Et personnellement, je suis un peu peiné de le constater, parce qu'en fait, Madame Donquin, vous devez le savoir, dans le domaine des affaires, ou même dans le domaine de la vie ordinaire, quand il y a un problème, vous pouvez faire recours à la justice étatique ou à la justice non étatique. Et la justice non étatique, c'est quoi? C'est
la médiation, c'est la conciliation, c'est l'arbitrage. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce qu'en fait, le GICAM est la première institution au Cameroun à avoir mis sur pied un centre de médiation et d'arbitrage. Voilà le GICAM qui va donc arbitrer les problèmes des autres. Voilà le GICAM qui va donc faire prévaloir la justice non étatique pour le compte des autres. Et quand il est question donc du GICAM, il est incapable de le faire. Je suis peiné de le constater. Peut-être que l'occasion de votre antenne, c'est d'interpeller encore le président Tawamba et tous les autres qui sont intéressés par ce problème-là, de faire même appel. Ils viennent ce jour-là comme monsieur tout le monde, ou alors des gens qui querellent un problème particulier, et ils laissent les spécialistes de leur centre d'arbitrage à essayer d'imaginer, de phosphorer, de fleurir, de génie, pour trouver une solution à ce problème qui les accable tant, au point qu'ils quittent donc le giron de la justice non étatique, dont ils sont les promoteurs, pour se retrouver plutôt devant la justice étatique. Je le dis pourquoi? Parce que quand vous allez devant la juridiction étatique, avant la loi de 2007, portant un nouveau code de procédure pénale, Madame Dorian, donc on avait au Cameroun ce qu'on appelle le double niveau de juridiction. C'est-à-dire quoi? En instance, si on rend la décision, ça ne vous arrange pas, vous relevez appel. Si en appel maintenant, ça ne vous arrange pas, vous pourvoyez en cassation auprès de la Cour suprême. Et à l'époque, la Cour suprême était simplement juge de forme. Elle s'intéressait à voir si le droit avait été dit dans votre affaire. Elle cassait la décision, elle renvoyait ça devant une cour d'appel. Or, avec la réforme de 2007 maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Cour suprême est également une autre instance de juridiction. Donc, on passe du principe de double juridiction au principe de triple juridiction. Je le dis pourquoi? Pour dire que ça rallonge davantage les délais de prise de décision au niveau de la justice étatique. Donc, au niveau de l'instance, vous pouvez passer 5 ans. Si ça ne vous arrange pas, vous allez en appel. En appel, 5 ans. Si ça ne vous arrange pas, vous allez au niveau de la Cour suprême. Et au niveau de la Cour suprême, elle peut ne pas regarder seulement. Elle n'est plus juge de forme seulement, elle est aussi juge de fond. Elle casse la décision, elle s'assoit, elle fait asseoir ses conseillers, et elle juge le problème au fond. Et ça peut vous prendre 5, 10, 15 ou 20 ans. Et je conclue là-dessus par un exemple qui est sorti de ce studio-ci. J'étais venu avec Maître Vous avez trop d'exemples. Non, Maître Pensi, très rapidement. Et quand je sors avec lui, il me dit, mais docteur, voilà un problème. J'ai été commis dans une affaire en 1983 et la Cour suprême m'a appelé pour dire que le verdict vient d'être rendu. Or, nous étions rendus à plus de 20 ans. Le monsieur qui avait contesté la décision était décédé. Le monsieur qu'on avait attiré devant la juridiction, décédé. Et lui, on l'appelait maintenant pour lui servir la décision. Et dans un cas de figure comme celui-là, ça servirait à quoi? Puisque les gens qui se plaignaient ne sont plus sur la place. Et vous savez très bien que la mort arrête presque toutes les procédures sous nos latitudes. Donc je conclus pour dire que qu'ils fassent amende honorable, qu'ils fassent montre d'assez d'humilité et qu'ils aillent devant les membres de leur comité de médiation et de l'arbitrage du GICAM. Je suis convaincu qu'au sortir de là, une solution concertée et consensuelle pourrait être élaborée au bénéfice de tous les membres du GICAM. On peut prendre votre avis comme porte de sortie à cette Assemblée générale constitutive qui arrive? Oui, parce qu'en fait, tenir cette Assemblée générale, ce serait un passage en force. Et ça veut dire quoi? En interne, les enfants seront toujours là avec des rancœurs. Quand je dis enfants, c'est entre guillemets, c'est des membres de l'association seront toujours là avec beaucoup de rancœur, avec à la limite de la haine. Or, la haine ne se dissipe pas en 2 ou bien 3 ans. Pour une affaire qui ne rapporte de l'argent à personne là-bas, tous ceux qui vivent du GICAM, c'est uniquement leurs salariés. Le reste maintenant, c'est membres, c'est les patrons, ils payent plutôt des cotisations là-bas, ils ont leur entreprise à part. Ils ont également leurs engagements à part. Donc ce n'est pas par le GICAM que ces gens forcément peuvent avoir l'auréole escompté dans n'importe quel secteur. Et le président Tawamba, davantage, il n'a pas forcément besoin de ça. Il paye beaucoup d'argent, de salaire à tous ceux qui sont dans son holding. À la fin du mois, les consultants qu'il sollicite à gauche, à droite, je ne comprends pas que face à une affaire comme celle-là, il ne parvient pas à mettre la pédale douce. Je l'exhorte à le faire. Mettre la pédale douce pour que la nouvelle entité qui sortira de terre soit l'œuvre d'une démarche consensuelle. Résultat de course, on aura moins de contestation. Alors, selon vous, un seul mouvement patronal ou 2, quelle est la bonne formule pour une économie comme la nôtre? Pour une économie comme la nôtre, d'ailleurs, je vous le dis en passant, c'est une de mes trouvailles dans mes travaux. Je me suis laissé pas embarquer. J'ai été sollicité par des gens lorsqu'il y a eu mouvement là depuis le mois de mai. J'ai fait Douala, j'ai fait Yaoundé, j'ai fait Bana, j'ai fait le Nord également pour donner ma position par rapport
au patronat camerounais. Et à la fin, donc, j'ai pu sortir une proposition, plaidoyer pour un patronat privé tandémisé au Cameroun. C'est unique dans le monde. On m'a dit, mais pourquoi je le fais? Je dis, parce que c'est innovant. Vous n'allez pas inventer l'eau chaude, c'est-à-dire, j'aime souvent blaguer en disant à madame que ben, le jour où tu ne prépares pas à manger, moi je peux également préparer parce que je suis un cordon bleu. Elle me dit, ta spécialité c'est quoi? Je lui dis, bouillir de l'eau. Bon. À 100 degrés, l'eau a déjà bouilli, donc ce n'est pas une spécialité à la Jean-Marie Viada. Donc, je le dis pour en venir au fait que le plaidoyer que je fais pour l'avènement d'un patronat privé tandémisé. Je dis patronat privé, pourquoi? Parce que l'État également est un patron. L'État est un patron. L'État, par exemple, la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, c'est pour les patrons également. L'État a la CAPEF, Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. C'est des patrons qui sont également là. Je reste là dans le secteur privé pur. Donc, plaidoyer pour un patronat privé tandémisé. Très rapidement, c'est quoi? Il se passe généralement que quand le chef de l'État, pas seulement au Cameroun, pas seulement en France, pas aux États-Unis, veut faire une sortie, des gens qui montent le piquet d'honneur et on va les saluer en passant. Lorsqu'on parle de la justice, on voit le premier président de la Cour suprême qui salue le président de la République et à côté on voit le procureur général près la dite cour qui le salue encore. Il se passe donc que la justice a deux faces. Le premier président de la Cour suprême représente la magistrature assise. Et l'autre face maintenant, c'est le procureur général près la dite cour qui représente la magistrature debout. Donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que ça a également deux faces. Et c'est les deux faces d'une même réalité. La grande entreprise et la petite entreprise. D'ailleurs, pour le cas du Cameroun, par exemple, il y a une loi qui date de 2010, du 13 avril 2010. Ça ne me donne pas l'occasion de bomber le torse parce que j'ai contribué pour cela. Donc, cette loi est spécifique aux PME. Ça veut donc dire que la PME, c'est une spécificité. Et le gouvernement a créé même tout un ministère chargé des PME pour montrer à quel point c'est une réalité spécifique qu'on ne peut pas mélanger avec les autres. Et de l'autre côté, ça c'était la première phase de notre paysage entrepreneurial. De l'autre côté également, un exemple très simple. Hein. L'État pour collecter de l'argent, vous m'avez présenté un peu comme fiscaliste. Oui, l'État pour collecter de l'argent utilise donc ces centres de collecte qui changent de nom. À la base, vous avez les centres divisionnaires des impôts. Il y en a 83. Ensuite, vous avez les centres spécialisés des impôts. Il y en a 3. Et enfin, vous avez les CIM, centres des impôts des petites et moyennes entreprises. Il y en a 14. Et quand on l'a fini maintenant, ça c'est pour la PME. L'État a mis au-dessus maintenant la direction des grandes entreprises pour les grandes entreprises. Donc les grandes entreprises également, c'est une réalité qui n'est pas à confondre avec la réalité des PME. Donc dans mon patronat tandémisé, je propose aussi, comme ce que le président Taouan va créer, le premier président de cette organisation devrait donc être sorti de la grande entreprise. Donc il est président de la nouvelle entité qui arrive. Et le vice-président maintenant, lui, devrait donc sortir de l'écosystème des PME. Ce qui fait que quand le chef de l'État va aller à l'étranger, il a besoin du secteur privé. Il doit être systématiquement représenté par ces deux. Le président qui, lui, représente les grandes entreprises et le vice-président qui, lui, représente... On pourra lui donner un autre nom. Pourquoi pas procureur délégué près du... ou alors président délégué. Voilà. Président délégué, on lui donne également ce type-là qui représente la réalité des PME. Pourquoi? Regardez, pour le cas du Cameroun, je peux être de la magistrature debout aujourd'hui, et demain, la chancellerie m'envoie à la magistrature debout. Et inversement, je peux être procureur et on m'envoie comme membre de la magistrature assise. Ça veut dire quoi? Pareil pour la PME. La PME camerounaise, il suffit simplement que je réalise un chiffre d'affaires qui n'excède pas 3 milliards et j'emploie des effectifs qui n'excèdent pas 100, je suis PME. Si je fais déjà 3 milliards de chiffre d'affaires et puis j'emploie plus de 100 employés salariés, je deviens une grande entreprise. C'est-à-dire quoi? Je peux être grande entreprise aujourd'hui et demain je deviens aussi petite entreprise. Donc c'est des réalités de notre univers économique et c'est sur cette base-là que je propose donc c'est un plaidoyer pour l'avènement d'un patronat privé tandémisé. Donc si on a un patronat privé tandémisé, on verra donc très bien que le gouvernement aura vraiment des interlocuteurs qui rapportent à son niveau des réalités de plus près, collectées de plus près. Parce qu'en fait, la grande entreprise, en fait. Tout à fait, la grande entreprise généralement ne parle que
ne prête que pour sa chapelle. Elle parle de milliards, des milliards, alors que la petite entreprise, notamment la PME, vous vous retrouvez avec des gens qui font 1 million de chiffre d'affaires, c'est les très petites entreprises. J'espère que la très petite entreprise ne va pas se plaindre aussi après, parce que là, vous arrêtez encore à la PME. Non, non, la PME... Ou alors elle va regrouper la très petite. Vous me donnez donc l'occasion, c'est 1 minute, pas non, plus. 1 minute. Parce que... non, 1 minute. Il faut la PME, avance. très rapidement, la loi camerounaise distingue donc 3 typologies en matière de PME. Vous avez la très petite entreprise, la petite entreprise et la moyenne entreprise. Okay. Donc la très petite entreprise il y a tout juste une double critériologie en matière de définition de la PME. C'est le chiffre d'affaires annuel hors taxe et les effectifs salariés permanents. Okay. Donc, si mes effectifs salariés permanents ne dépassent pas 6, donc mettons de 1 jusqu'à 6, et le chiffre d'affaires annuel hors taxe de 1 franc CFA jusqu'à 10 millions de francs, je suis une très petite entreprise. Si les effectifs maintenant partent de 6 jusqu'à 20, et le chiffre d'affaires annuel hors taxe part donc de 10 millions 1 franc jusqu'à, avant c'était 100 millions CFA, avant la réforme, puisque la loi que j'ai évoquée tout à l'heure, elle a été modifiée en 2015. Et on a donc porté cette borne-là de 100 millions à 250 millions. Je suis donc une petite entreprise. Et enfin, si les effectifs salariés dépassent 20, mais ne dépassent pas 100, sont limités à 100, et le chiffre d'affaires annuel hors taxe dépasse 250 millions, mais n'atteint pas 3 milliards, je suis une moyenne entreprise. Donc, c'est une réalité évolutive. C'est-à-dire quoi? Il est très petite entreprise aujourd'hui, le promoteur, il est tout petit, et il est appelé à grandir. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin, lorsqu'on parle donc de la réalité de la PME, tout le monde sait de quoi il est question. Donc, merci de m'avoir donné cette minute. Ça fait 2 minutes, docteur Biada. Merci de m'avoir donné la minute pour apporter la précision pour ce qui était de la PME. D'accord. Alors, parlons de cette fameuse fusion. Qu'est-ce qui peut ramener la paix aujourd'hui dans la maison, de façon durable? Est-ce la fusion-création ou la fusion-absorption? Et si, entre-temps, vous pouvez nous donner 1 ou 2 bons ou mauvais points de ces fusions-là? Alors, une fusion-absorption peut ramener la paix. La fusion-absorption consiste à dire quoi? Le président Protais Yamba, qu'est-ce que tu n'as pas fait ici? Assureur émérite, merci pour tout ce que tu as fait. Viens prendre ta carte de membre ici. C'était une proposition du comité des sages d'ailleurs. Oui, oui, ce serait là la fusion-absorption, c'est-à-dire quoi? Le GICAM va toujours rester, mais on aura absorbé ECAM en étant aussi tout honnête. ECAM n'a pas assez d'actifs, ECAM n'a pas de siège. Attention. Donc, en termes d'actifs, non, on peut être en location quelque part, ça peut être son siège également, mais le jour où on vous demande par exemple des actifs en rapport avec votre siège, vous ne pouvez pas dire que le bâtiment vous appartient. Vous êtes locataire et non propriétaire, c'est de ça que je parle. Donc la fusion, absorption de mon point de vue peut rapporter beaucoup de paix en interne. Pourquoi pas? Le président Yamba peut le faire et envisager encore son histoire de fusion-dissolution, fusion-création. Mais pour cela, c'est pour ça que je l'ai exhorté avant en disant qu'il pense à un deuxième tour. Le mois de juillet, l'élection de juillet, c'était un premier tour, selon les statuts du GICAM, parce que les 75% de suffrages valablement exprimés en sa faveur, en la faveur de son projet, n'avaient pas été obtenus. Donc, il peut penser à un deuxième tour. Et au terme de ce deuxième tour-là, maintenant, s'il a les 75% maintenant, même ceux qui sont à l'intérieur de la maison ne pourront plus avoir de ressorts sur lesquels s'adosser pour contester son initiative d'aller vers une fusion. Mais, pour tout dire, fusion-création en l'état actuel, il y a des fissures sur la barque du GICAM à cette allure-là. Le procès au tribunal administratif est là pour en témoigner. Quelques personnes également qui auraient aimé, par exemple, aller là-bas ne sont pas très enclines à pouvoir suivre la machine. Donc, si j'ai un conseil à donner au président, qu'il envisage peut-être une fusion-absorption, le président Yamba ne peut pas refuser. Il ne peut pas refuser, sachant qu'en face, nous avons 2 mastodontes, à moins que le président Yamba ne veuille nous faire le coup de Total et Elf, hein, parce que Total, c'était une entreprise privée, et Elf, une entreprise publique 1000 fois plus grande que Total. Et lorsqu'il y a eu des problèmes avec les affaires de Loïc Le Floch-Prigent, le DAF, et bon, vous savez très bien, là c'était très politique, on a fait en sorte que, Dorian, donc je vous donne une image à peu près, on a fait en sorte qu'une moto puisse porter un bateau. Donc voilà ce qui s'est passé avec la fusion entre Elf et Total. Total tout petit, et Elf, empire appartenant à l'État, électricité et lubrifiant de France, appartenant à l'État français, quand les scandales se sont donc enchaînés. Or, pour le cas du GICAM, il n'y a pas eu de scandale.
C'est la raison pour laquelle on avait eu à faire cette fusion-absorption, faire en sorte que la moto Total puisse porter le bateau Elf. En l'espèce, ce n'est pas le cas. Donc, que le président Tawamba, en décembre, là, envisage par exemple un deuxième tour de cette élection-là. Et commence donc à dire aux gens, venez, vous qui contestez que je n'ai pas eu 75%, voilà l'occasion, venez à l'Assemblée du 14 décembre 2023, venez faire prévaloir vos positions. Et nous allons passer au vote. Et si on dépouille maintenant, il a ses 75, 76 ou 77%, il sera maintenant plus que fondé légalement et légitimement à conduire son projet de fusion, création jusqu'à son terme. Parlons donc de cette assemblée du 11 juillet. Il y a eu 73,7% de oui. Sauf que là, on ne dit pas clairement quelle est l'option. Fusion, création, fusion, absorption. Est-ce qu'ici, il y a une volonté manifeste de cacher l'information ou c'était simplement de l'ignorance? Ça ne pouvait pas être de l'ignorance. En fait, madame, donc, retenez-le, chaque fois qu'il y a élection, hein, dites-vous bien que les gens qui organisent les élections ne sont pas Georges Weah. Bon, Georges Weah lui-même, il a même fait ça parce qu'à la base, c'est un footballeur. Ce n'est pas un homme politique. Docteur Biada, ce n'est pas un homme politique. Ça fait beaucoup d'exemples. Donc, ceux qui organisent les élections ne le font pas pour perdre. Ne font pas ces élections pour perdre davantage. D'abord, pourquoi, madame, donc, les élections, ça coûte trop cher. Il y a donc des gens qui ont énormément misé sur vous. Je vous prends un exemple. Regardez tout récemment, le président Macky Sall, lorsque il a tenu un discours et il a dit ouvertement que non, 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 j'ai pris un État en paix. C'est vrai que Ziguinchor, ça chauffe là-bas en Casamance depuis des années, mais je ne peux pas prendre sur moi de faire en sorte que ce pays-ci bascule dans l'émiettement. Je ne mets pas ma candidature aux prochaines élections de 2024, février 2024. Regardez dans son camp, les gens étaient en larmes. Quand bien même il savait que la loi ne lui permettait plus d'avoir, de postuler un troisième mandat, les gens fondaient en larmes. Donc, autrement dit, j'ai comme l'impression qu'en droit on dit que la loi est la volonté populaire, l'expression de la volonté populaire. J'ai comme l'impression que nous sommes nombreux à ne pas savoir ce que c'est. Hein. La loi est l'expression de la volonté populaire. C'est-à-dire dire que tu prends un mandat de 5 ans et après les 5 ans. Bon, lui aussi c'était pareil, madame Donquin. Il est venu, c'était un mandat de 7 ans, il a ramené à 5 ans. Au lieu de faire ces 14 ans, ce qui aurait été presque l'équivalent de 3 mandats, nous voilà la dernière minute maintenant en train de dire non. Il fallait chercher un troisième mandat. Moi, je l'apprécie beaucoup, même si je peux lui donner un mauvais point. Il aurait dû faire ça bien longtemps avant parce que les gens, il y a eu une bronca qui s'est levée, les gens sont même morts. Et ces gens qui sont morts maintenant, ils sont morts pour rien. Le président aurait pu laisser ça puisqu'il a déjà été ministre des Mines, ministre, président de l'Assemblée nationale, il a été tout. Et pour revenir à notre sujet revenons au JICAM. Nous sommes au JICAM maintenant et on est en train de parler d'élections. Je suis allé loin de là pour vous montrer les incidences, ou à tout le moins l'incidence que cela peut révéler lorsque une élection est mal gérée. Donc le président, il peut encore à l'occasion dire, quand il va suivre notre émission, il dit bon, au lieu de l'Assemblée constitutive, retenez que ça sera une élection, une Assemblée élective. Oui. Comme je n'avais eu que 73,6% de suffrages valablement exprimés en faveur de mon projet de fusion-dissolution, ceux qui sont contre, venez maintenant, on va refaire un deuxième tour. Si à l'occasion de ce deuxième tour, il a toujours les 73 maintenant, vous voyez qu'il n'aura plus les leviers sur lesquels s'appuyer pour faire une tentative de passage en force. D'un de deux, les membres du comité de sages, s'il dit même ça, les membres du comité de sages peuvent se désister en disant Madame la Présidente, ou alors le président du tribunal administratif, oui, c'est une affaire de famille. Le linge sale se lave en famille. Celui que nous étions en train d'ester ici, devant vous, c'est assagi. Nous voulons retourner à la maison davantage parce que nous avons une instance qui règle des problèmes des autres au quotidien. Des problèmes où il y a des centaines de milliards en jeu. Dans cette histoire, si nous gagnons quoi? C'est nous plutôt qui dépensons de l'argent. Madame la Présidente ou Monsieur le Président, nous voulons retirer, désister notre plainte et aller laver le linge sale en famille sur le président Tawamba. Je suis convaincu, s'il le fait, il annonce que le 14 décembre 2023, ça sera un deuxième tour à l'élection concernant son projet. Les autres, maintenant, je les exhorte aussi de sortir. Donc maintenant, nous sommes là en matière d'apprentissage, hein, surtout démocratique. Madame, donc, le président Paul Biya, en 1990, répondant à une question d'un de vos confrères d'heureuse mémoire, Yves Mourouzi, qui lui avait demandé, Monsieur le Président, comment vous pouvez apprécier donc le comportement des Camerounais par rapport au retour au multipartisme. Et le président Biya avait répondu en ces termes.
il n'est pas facile de refaire les mentalités longtemps rompues au jeu démocratique. Donc là, nous sommes dans un jeu en plein apprentissage, dont le président Tawamba, lui également, je suis sûr qu'il ne peut pas s'opposer à ce que le GICAM soit le creuset de ce qu'on va appeler l'innovation en matière de développement démocratique associatif. Donc, il faudrait également qu'il aille dans ce sens-là. Et ceux qui sont dans le comité de sages et les autres membres qui n'étaient pas arrivés, parce qu'il faut aussi le dire, madame, donc ce n'était pas les 800 membres qui avaient voté à 73%, hein. C'est ceux qui étaient présents. C'est ceux qui étaient présents. Et quand bien même vous venez avec ce qu'on appelle des procurations, généralement, il y a des associations dans lesquelles on admet les procurations, mais une seule. Mais il y en a également dans lesquelles on dit non, vous ne pouvez pas avoir été à la banque payer vos cotisations, et le jour où il faut voter, vous êtes absent. Venez vous-même, le jour où la voter, exprimer votre vote. Si vous êtes absent, vous voyez très bien que si on exhorte tout ce beau monde-là à venir voter, janvier 2024 s'ouvrira en beauté sur un nouveau mouvement associatif, notamment le GICAM, qui se sera réconcilié avec ses frères, avec ses fils, avec tous ceux qui les observent au loin. Je ne connais pas un seul membre qui arrive ici à Douala, membre du groupe de la Banque mondiale, Banque internationale pour la reconstruction et le développement, Société financière internationale, Agence multilatérale de garantie des investissements, CIRDI, Centre international de règlement des différentes matières d'investissement, ou l'IDA, International Development Association, Association de développement international. Je ne connais pas un seul membre de ces délégations qui arrive ici et ne part pas au GICAM. Donc tout ce beau monde-là doit être meurtri de voir que le GICAM ne parvient pas à offrir une image affriolante en matière d'exercice de la démocratie associative. Donc j'exhorte une énième fois le président Tawamba à aller dans ce sens-là. Et je suis sûr que les autres membres, jusqu'aux membres du comité de sages, vont forcément le suivre pour qu'on puisse trouver un terme à ce différend qui n'aurait jamais dû être porté devant les tribunaux. Là, vous parlez du deuxième tour, alors que normalement, l'élection à la tête de cette institution devrait être déjà organisée. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle le président, lui, il est déjà dans son projet de passage en force. Donc c'est pour cela que, dans une moindre mesure, les statuts actuels, à son sens, ne sont plus contraignantes. Ce qui n'est pas le cas. Or, s'il veut vraiment un GICAM extrêmement représentatif, on va avoir donc tout ce beau monde que j'ai indiqué, ou alors au besoin un GICAM qui représentera dans le patronat privé tandémisé que je viens de décrire. Il va falloir un deuxième tour. Ce qui fera donc même, je parlais de la FENAP tout à l'heure, Fédération nationale des associations des PME, ils sont à peu près 400, monsieur le président Tawamba. Je peux prendre sur moi de battre campagne pour que tout ce beau monde devienne membre du GICAM, et à l'occasion, ça serait également de l'argent pour la maison, pour pouvoir construire encore notre siège à Yaoundé. C'est vrai, Douala, c'est la capitale économique. Yaoundé ne demeure pas moins la capitale politique. Il faudrait également un siège à la dimension du rayonnement du GICAM au niveau de la capitale politique à Yaoundé. Et pour cela, il lui faut donc assez de membres. Donc, président Tawamba, je m'engage à battre campagne auprès de des membres de la FENAP, Fédération nationale des associations de PME, pour qu'ils viennent gonfler les effectifs du nouveau patronat, qui aura donc assez de moyens pour mettre en œuvre dans votre vision grandiose du patronat privé dont vous rêvez tant. On ne va pas commencer la campagne électorale maintenant. Alors l'exécutif actuel maintenant, je suis toujours dans les pistes de sortie, est-ce que lui étant en fin de mandat, est-ce que ce n'est pas possible de faire d'une pierre deux coups? Je m'explique. La fusion, peu importe le volet qu'il prend, oui, avec à côté l'organisation d'une élection et où peut-être le sortant n'est pas candidat. Non. Puisque visiblement les yeux sont rivés vers celui-là. Puisqu'il est en train de parler de fusion-dissolution, s'il parle de fusion-dissolution, ce ne sont plus les statuts de 1957 qui seront en vigueur, ça ne sera plus le règlement intérieur qui a cours là-bas depuis des années qui sera en vigueur, le nom même peut changer, la charte graphique peut changer, les couleurs peuvent changer, j'ai parlé de l'appellation, et à l'intérieur même, bon, heureusement que ce n'est pas politique pour qu'on puisse dire qu'on pourra créer un triumvirat. Le nombre de membres du conseil d'administration qui change aussi. Ils sont 15 désormais. Du moins, dans la prochaine. Oui. Bon, il faut parfois que nos associations copient aussi un peu ce que l'État fait. Hein, parce que vous prenez la loi de 1999 concernant les établissements publics administratifs
les sociétés d'État ou les sociétés parapubliques, la taille du conseil d'administration généralement est de 12. Donc ils peuvent s'arranger à rester à 12. Bon, même à 15, ce n'est pas trop. Ce n'est pas aussi trop que ça. Même à 15, il faut donner de la place à beaucoup. Il passera plutôt de 15 à 20. Donc, je corrige. 15 à 20, ça veut dire qu'il va être bombré, il devient encore plus grand parce que 20 personnes à gérer, c'est énorme quand même. Parce que ne perdez pas de vue que c'est le bureau exécutif qui gère, hein, le comité exécutif qui est en bas est simplement comme le directeur général dans une société anonyme. Ceux qui gèrent, c'est les administrateurs réunis au sein du conseil d'administration et celui qui veille donc à la mise en œuvre quotidienne des orientations définies par le conseil d'administration, c'est le directeur général. Donc là-bas, chez eux, 20, de mon point de vue, c'est énorme. On pourrait ramener valablement cela à 12. En admettant également que... L'idée derrière, c'est de faire comme une décentralisation aussi. Non, il faut une décentralisation efficace, Madame Donquin. Je suis pour la décentralisation, mais une décentralisation efficace. Oui. C'est-à-dire quoi? Si vous faites une décentralisation dont la mise en œuvre effective nécessite beaucoup de moyens, elle sera virtuelle. Elle sera virtuelle. Vous créez déjà les régions. Et on est dans une ville comme Douala. Je vous explique. L'idée est d'adapter la politique, d'adapter ce nombre de membres du conseil d'administration à la politique de décentralisation. Qui consisterait à faire quoi? C'est-à-dire qu'on aura un JICAM, le siège à Douala, un JICAM à Yaoundé. Oui, il y aura les grands... Oui, 20. Bon, si c'est vu sous cet angle-là, on est en train de vouloir donc faire un concurrent de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines, de l'artisanat, parce qu'ils ont également leur siège ici à Douala, mais ils sont représentés dans les 10 régions. Et ils ont, chez eux, ça ne s'appelle pas Assemblée générale, mais plutôt Assemblée plénière. Et là-bas, chez eux, quand même, c'est beaucoup. 160 membres pour l'Assemblée plénière. Et à l'intérieur, maintenant, bon, ils doivent avoir également, ça ne fait pas 20, c'est un peu moins de 20. Ils ont 160 membres. C'est une parenthèse, hein, pour que les choses évoluent aussi dans notre pays. Voilà une curiosité au niveau de la Chambre de commerce. Les 160 membres sont élus, Madame Donquin. Au lieu que les 160 se réunissent donc en assemblée plénière pour voter leur président est plutôt nommé par décret. Donc il faudrait que... Oh, c'est les textes de 1922, hein, c'est les structures que nous avons reçues en héritage. Donc si nous voulons dépouiller certaines de nos structures des colorations coloniales, il va falloir regarder ça de très près aussi. Ça ne dérange pas. La preuve, à l'époque, quand nous disions que mais pourquoi est-ce que la communauté urbaine se réunit avec ses membres en conseil de communauté? Et on nomme plutôt le délégué du gouvernement. Les gens qui nous suivaient disaient ça tous les jours, disaient que non, c'est parce que tu ne connais pas le droit, tu ne connais pas la science politique. Mais depuis les élections qui ont eu lieu le 9 février 2020, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire quoi? Vous, la communauté se réunit en conseil de communauté avec les membres du conseil de communauté maintenant qui votent leur président qui n'est plus nommé par décret. Vous voyez que c'est presque le même résultat, mais avec moins de frustration maintenant. Donc, pareillement pour la Chambre de commerce, d'industrie, des mines, de l'artisanat, qui n'était pas au milieu de nos échanges, mais c'est parce que c'est une instance qui réunit également les patrons, qui encadrent le secteur privé via les mesures que l'État, les ressources que l'État lui met à disposition. Il faudrait que les 160 membres élus puissent se réunir également pour voter en leur sein leur président, et puis le président, ensuite le scrutin de liste avec les autres vice-présidents, ce ne serait pas une mauvaise chose. Alors on a très bien compris qu'en filigrane, on peut voir derrière cette agitation, une bataille autour de la durée du mandat à la tête du JICAM. Et on se rappelle bien qu'André Foto, à son temps de regretter mémoire, avait bataillé un peu pour le changement du mandat, de passer de 3 à 5. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, est-ce que 5 ans, si l'actuel exécutif avait eu ces 5 ans-là, vous pensez qu'il n'aurait pas pensé à la dénomination, puisque si l'objectif ici est j'ai envie de dire, de rendre le patronat plus fort, oui. Est-ce que si c'était 10 ans, c'est-à-dire 5 fois 2, cette idée ne serait pas toujours présente? Oui. En fait, je veux dire, si c'est son idée en tant que président, il aurait eu le temps nécessaire pour le faire.
Il aurait le temps nécessaire. Le malheur seulement, et pour son cas quand même, puisque ça lui bouffe de l'argent, il ne gagne pas de l'argent là-bas. On ne lui paye pas un salaire. Donc, s'il avait laissé les 10 ans, puisque c'est d'abord 3 ans. La bataille n'est pas inutile. Oui, bon, la bataille, je dis même, j'ai appris qu'il a voulu être consul honoraire d'un pays, mais je connais plein de consuls honoraires ici à Douala qui ne sont membres d'aucune instance fêtière dans le secteur privé. Il y en a même qui sont consuls honoraires des pays qui sont très loin de chez nous. Et j'ai même salué une fois, elle ne parle même pas la langue de ces pays-là. Donc, si c'est uniquement pour l'histoire de consul honoraire, non, il peut l'être sans avoir besoin de brandir qu'il est président du JICAM. C'est des gens capitaines d'industrie dans plein de domaines. Dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie, dans plein d'autres domaines. Donc il a suffisamment de moyens qu'il met en évidence lorsqu'il fait ses déplacements. Donc il n'a pas forcément besoin de s'agripper sur cette histoire. Le JICAM lui paie plutôt de l'argent. Il paie de l'argent en restant là-bas. Son image, il peut l'affiner davantage par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il peut ripolliner son image en faisant un deuxième tour. Un deuxième tour va faire en sorte que les enfants de la maison retournent à la case en disant oui, notre frère a reconnu que nos cris n'étaient pas vains. Il a reconnu que nos complaintes n'étaient pas infondées. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il nous a suivis dans ce que nous étions en train de dire. Et pour cette raison-là, nous retournons et on fait les choses à la maison. Et je suis pour un mandat long, Madame Donquin chez nous ici. Vous faites attention. Mandat long, ça veut dire quoi? 5 ans, puisque c'est un bureau exécutif qui gère Madame Donquin. Ce n'est pas le président. Ce n'est pas le président. Je vous prends un exemple. Dans les conseils d'administration où on fait des recrutements, ce n'est pas le PCA qui recrute les gens, pas du tout. J'ai même été sollicité par des étrangers ici, dans le cadre d'un marché qu'ils ont eu à gagner, et ils avaient de graves soucis pour la continuation de ce marché. Et ils sont allés voir le président du conseil d'administration qui a signé la continuation du marché. Je leur ai dit non. Quand je lis le décret du 2 juin 2018 ici, qui organise, quand je lis même ça, c'est le décret numéro 2018-366 du mercredi 20 juin 2018 portant code des marchés publics. Et il y a un autre décret à côté. Quand je l'ai lu, on parlait là-dedans des attributions du conseil d'administration et non du président du conseil d'administration. J'ai attiré son attention là-dessus. Donc ils ont été obligés d'aller voir dans le président en lui disant, le texte parle plutôt du conseil d'administration. Et généralement, les textes qui sont signés, les actes pris par le conseil d'administration, la législation camerounaise est claire. C'est souvent un administrateur et le président. C'est les deux qui signent. Et ça protège donc le président. Il dit c'est le conseil d'administration. C'est au nom du conseil d'administration qui a signé, qui nous ont signé. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc généralement, les gens veulent devenir président parce qu'on a comme l'impression que dans des entités où il y a un bureau exécutif avec un président, c'est le président seul qui gère. Mais en réalité, si c'était le bureau exécutif qui gérait, je suis convaincu que les gens ne se battraient pas forcément à aller à chercher à être président. Parce qu'en fait, c'est les 20 membres tels que vous êtes en train de dire, ou 12 membres dans les conseils d'administration tels que prévus par les textes de l'État, ou 15 dans d'autres structures. Ce sont ces membres-là qui gèrent. Et enfin, Madame Donquin, quand vous regardez de très près, le président Tawamba, pour son projet-là, faisons l'hypothèse qu'il passe en force. Mais il lui faut des membres. Mais 800 membres, 825 membres, ou moins de 1000, ce ne serait même pas suffisant. Les derniers recensements, que vous preniez le recensement de l'INS, l'Institut national de la statistique, recensement général des entreprises RGE, ou bien et de recensement dans le secteur informel et autres, nous avons plus de 100 000 PME. Nous avons plus de 100 000 PME. Donc s'ils se retrouvent avec 800 membres, de mon point de vue, ce n'est pas par ces actes qu'on aura un patronat plus fort. Le patronat sera davantage fort lorsqu'on aura apaisé toutes les jérémiades, toutes les protestations qui sont nées à la suite de l'élection de juillet là. Et vous voyez, c'était pratiquement la première fois qu'on voyait qu'on a envoyé des gens du côté de Bonandio pour bloquer que la structure, que l'Assemblée ne se tienne pas. Et enfin, si ce que nous avons entendu était vrai, c'est-à-dire qu'on a voulu contester, motif pris de ce que le président en place travaillait pour un opposant, ce que je serais extrêmement déçu. Parce que je suis convaincu, à Bamenda, vous avez vu le président Biya en train de saluer la main à John Frundi, alors que c'est un opposant, alors que c'est quelqu'un qui veut prendre sa place. Il l'a affirmé à maintes reprises, mais cela n'a pas poussé le chef de l'État à le considérer comme un ennemi. Cela n'a pas poussé le président à entraver
le libre exercice des activités de cet opposant-là. Donc, si ce président même travaillait, était membre d'un parti politique, alors qu'on est en train de parler d'un regroupement des chefs d'entreprise, des capitaines d'industrie du secteur privé, ça a été un mélange de genres de mon point de vue. Il ne faudrait vraiment pas que cela se passe à l'avenir. Donc, laissons les choses y aller tranquillement. Ce n'est qu'une association, j'insiste encore. Le JICAM, c'est une association. Le MECAM, c'est une association. Et quand même, c'était une association. Et au Cameroun, en l'état actuel du droit positif, on parle plutôt de la loi relative à la liberté d'association et non la loi portant promotion des associations ou quoi que ce soit. C'est la liberté d'association. Nous étions déjà, je conclue là-dessus pour les associations, Madame Donquin. Dimanche 7 juillet 2007, le Cameroun va aux élections. Double élection législative municipale. 207 partis. Madame Donquin. 207 partis. Lundi 30 septembre 2013, le Cameroun va encore à la double élection législative municipale. Nous sommes déjà à 289 partis. Et quand nous partions tout récemment, là, le dimanche 9 février 2020, nous étions déjà à près de 319 partis. Et tout récemment, on a encore légalisé 40 partis, portant le nombre à 369 partis. Nous sommes en matière de liberté associative dans notre pays. Donc, c'est pour dire également à nos gens du comité de SACH que si c'est un moment, les décisions rendues au niveau des tribunaux étatiques n'ont pas pu prospérer, vraiment qu'ils ne meurent pas d'infrastructures là-dessus, ce n'est qu'une association. Si eux également lancent la leur et sont assez... Mais je peux les comprendre aussi, parce qu'en fait, pour avoir une image comme celle-là de 60 ans, ce n'est pas une mince affaire. Vous n'avez qu'à voir. Plein de gens sont partis de l'Union de Douala, ont créé leur club, ça a disparu. Sont sortis de Panthère, d'Union, ont créé leur club, ça a disparu. Sont sortis du Canon, ont créé leur club, ça a disparu. C'est un capital, la notoriété, Madame Donquin. On ne joue pas avec la notoriété. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Non, c'est un capital. D'ailleurs, lorsque nous valorisons les entreprises, dans le cadre des missions de diagnostic et mise à niveau des entreprises, la notoriété a une valeur monétaire. Elle est plus simplement immatérielle. Elle est monétaire lorsque nous valorisons l'entreprise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des gens qui veulent, par exemple, percer dans le domaine marketing, font appel donc à ces contrats pour porter votre nom. Le franchising. Je porte le nom de Madame Donquin parce qu'elle a une réputation dans un domaine bien précis. Des gens viendraient donc chez moi sans avoir à se demander, à se douter de quoi que ce soit parce qu'on la connaît déjà. Moi, j'ai l'habitude de descendre dans tel hôtel. Je suis en France. On me dit j'ai une mission au Cameroun. Je demande seulement si l'hôtel, l'établissement d'hébergement qui est ici en France a une représentation au Cameroun. Une fois que c'est fait, je prends directement mon accréditation là-bas. Je ne discute pas parce que je connais la qualité de service qui est fournie par cet établissement. Donc je peux comprendre également la réticence de ces membres du comité de SACH à dire que nous ne laissons pas. Parce que c'est 60 ans quand même. Quand on fait 57 à nos jours, ce n'est pas 60 ans. Bon, les gens vont dire que le nom avait changé. Oui, quand le nouveau nom arrive maintenant, on considère que c'est ce nom-là qui existe depuis le début. Vous n'avez qu'à voir. L'article 1er des textes des statuts de RDPC dit que l'UNC change de nom et s'appelle désormais le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est souvent un peu dommage que les gens fêtent souvent le RDPC en commençant seulement au mois de mars, 23 mars 1985. On devrait commencer plutôt en 1966, date de création de ce qu'on avait appelé à l'époque le Parti unifié, Union nationale camerounaise. Donc, je conclus avec nos amis, nos amis du JICAM pour dire que non, il faudrait que le président Tawamba prenne en considération les cris, les voix qui sortent de toutes parts. Et en même temps également, je suis disposé à le rencontrer pour lui donner plus de détails dans l'offre que j'ai faite ici, qui irait dans le sens de mettre sur pied un patronat beaucoup plus apaisé. Si on en a parlé du patronat tandémisé, mais beaucoup plus apaisé, plutôt que de se retrouver avec un patronat où il y a beaucoup de fronde, comme c'est le cas depuis le mois de juillet 2023. Alors, depuis le 5 avril dernier, il faut dire que le débat du retour des partenaires d'hier dans la même maison refait surface. Je sais pas, selon vous, comment comprendre cela? On sait, en 2008, les deux étaient dans la maison. Nous sommes en 2023. L'enfant qui était parti revient à la maison. Et ça fait encore mouvement. Comment vous analysez cela? Je vais répondre ça par une image. Une
une image. Vous imaginez, Madame Donquin, les enfants appartiennent à cette maison-ci. Il y a deux des enfants qui décident en disant « Papa, vraiment, ta mesure que tu as prise là, ça nous arrange pas, partout de la maison. » Et puis au bout d'un certain temps, l'un de ces enfants dit que non, après tout, c'est notre maison. Notre sang est là-bas, notre sueur est là-bas. Et en même temps, une partie de notre âme. Cet enfant retourne maintenant. Donc ça fait 50% d'un retour à la maison. Et curieusement, on vient annoncer aux parents que non, l'autre enfant qui n'était pas retourné veut venir. Le parent écoute en disant à son frère, oui, continue. Mais pour cela, il faut qu'on détruise la maison avant qu'il revienne. Mais quand il revient, il va donc s'asseoir où? C'est exactement vers ça qu'on tend. C'est-à-dire quoi, les deux étaient partis, l'un est revenu, il a pris les choses en main. Et pour que le deuxième revienne maintenant, on nous propose de détruire la maison pour célébrer sa venue. Ce serait une curieuse façon de célébrer le retour d'un enfant prodige. Même le retour, l'enfant prodigue dans la Bible, pour célébrer son retour, on avait abattu des bêtes. Et on avait fait des victuailles, on avait fait à manger et à boire pour tous ceux qui étaient venus recevoir cet enfant-là. Je crois que le président Tawamba penserait à faire cela. Un deuxième tour serait donc une solution que je suis en train de lui proposer. C'est-à-dire un deuxième tour à l'élection pour saluer la présence du président Ayama. Le président Ayama qui arrive, qu'est-ce qu'il n'a pas déjà eu dans sa vie? Il a tout eu. Il a touché les cimes dans le domaine des assurances, dans le domaine même associatif. Parce que même son ECAM a organisé plein d'événements ici à Douala. Le FIAC, qui a été organisé isolément par Zumbak maintenant, ça devait être organisé avec ECAM. Donc, il a des états de service qui sont bien connus dans le domaine de la PME, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine économique en général. Donc, je n'ose pas croire que sa volonté, c'est de voir comment on est en train de donner les derniers coups de burin sur le pivot central de la maison. Le pivot central de la maison pour laisser que l'édifice s'écroule maintenant. Et puis, on se bat à reconstruire quelque chose de nouveau sur les décombres de ce qui ne méritait même pas d'être détruit. Parce que les associations, même si on ne prend que le cas des entreprises, la durée de vie d'une entreprise, c'est 99 ans quand vous ne donnez pas une précision au niveau du siège de, ça s'appelle le greffe du tribunal où vous êtes allé créer votre entreprise. Si vous ne donnez pas de précision particulière en matière de durée, on met 99 ans. Alors, d'où vient-il que la structure, elle a 66 ans, mais elle n'est pas la plus vieille du pays. Je vous ai parlé de notre chambre de commerce. La chambre de commerce a célébré son centenaire l'année dernière. Elle a 100 ans d'âge. Et c'est même la chambre de commerce qui a généré la CAPEF. On n'a pas dit que bon, pour qu'on puisse créer la CAPEF, maintenant la chambre d'agriculture, il faut dissoudre. Non. On a simplement sorti un démembrement en disant, bon, la CAPEF va également tuer une chambre consulaire, au même titre que moi, même si nous n'avons pas les mêmes missions, mais on a à tout le moins des missions complémentaires. Donc, en l'espèce, ce serait une très mauvaise démarche pour le président Tawamba de vouloir détruire la maison parce que son frère veut y rentrer. Son frère peut rentrer. D'ailleurs, il est rentré depuis, puisqu'ils disent que la fusion a été actée en juillet. Donc, ça veut dire qu'ils sont là, ils rentrent dans les bâtiments qui sont là. Donc, c'est un peu psychologique, c'est un peu immatériel ce que je dis. C'est imagé ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire vouloir effacer le JICAM parce qu'on voulait accueillir ECAM. Le JICAM, quand même, c'est à peu près 800, plus de 500 membres. En tout cas, le JICAM a plus de membres que ECAM. D'où vient-il que une voiture qui peut facilement, une moto qui peut facilement prendre la place dans la malle arrière d'une Coaster? On dit que non, on va détruire la Coaster et reconstruire à nouveau ou bien faire autre chose. Personnellement, je ne partage pas cette démarche. Donc le président a intérêt à suivre également les conseils qu'on lui a donnés en organisant un deuxième tour. Cela passerait par quoi? Transformer l'Assemblée générale constitutive annoncée du 14 décembre 2023 en deuxième tour pour l'obtention des 3 quarts nécessaires pour dissoudre ou alors faire une fusion-dissolution, une fusion-absorption, une fusion-création. Donc voilà la proposition que je ferai au président Tawamba et à tous ses conseillers, parce que parfois dans ces projets aussi, comprenez que quand vous voyez le président faire certaines choses, c'est la figure totémique, oui, c'est la figure visible. Voilà. Parfois derrière lui, il y a des gens qui disent « Président ne laisse pas pour rien ». Non. Ceux qui crient à côté également, vous étiez ensemble hier, vous étiez dans la même maison hier, et vous êtes ensemble dans des tontines, dans des associations et dans d'autres regroupements, parfois très compliqués, vous êtes ensemble. D'où vient-il que pour quelque chose de non onéreux, de gratuit, quelque chose qui ne rapporte pas de l'argent, comme présider là-bas chez vous, où il n'y a pas un salaire particulier pour le président. Donc,
président Tawamba, faites un effort, ce n'est pas une marche arrière, ça sera plutôt un point d'inflexion à votre trajectoire de vouloir faire en sorte qu'on retienne de vous celui qui a donné une autre dimension, qui a amplifié la démocratie associative par le JICAM. Alors, selon certaines sources, il y a quelques semaines, il y a une lettre dans laquelle l'exécutif sortant demandait aux membres d'entrevoir une élection entre janvier et février 2024. Ma question, est-ce que c'est le bon process? Bon, il se passe que, Madame Donquin, dans une association, l'instance la plus élevée, c'est l'Assemblée générale. Et le principe est connu. J'ai la chance de participer souvent à l'Assemblée générale de certaines sociétés anonymes. Ici, là-bas, on dit au directeur général que non. Quand tu arrives ici maintenant, les gens qui décident, c'est... Oui, c'est l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale, c'est les membres de l'Assemblée générale. Donc tout ce qu'on te demande vraiment, tu exécutes parce qu'on peut te démettre là à l'instant. Donc qu'est-ce qui se passe si le président fait dans ce passage en force là, vous allez vous retrouver donc avec des situations telles que... Je reste toujours dans le mouvement associatif. L'UNDP a eu à fusionner avec le PAL, parti de l'Alliance libérale. Vous voyez très bien qu'à un moment, lorsque le président du PAL était à l'étroit... Il y a trop de politique là. Lorsqu'il était à l'étroit, il est sorti avec son parti politique. Le SIF même, les gens ne le savaient pas souvent. Le président Nietzsche était président d'un parti politique. Il est allé au SDF avec son parti. Et vous voyez que lorsque ça n'a plus marché, il est ressorti avec son parti. Donc autrement dit, si le président Tawamba va jusqu'à dire qu'il a procédé à une fusion-dissolution, ça arrange les membres de l'actuel bureau. Parce qu'on va donc dire, selon toi, tu as dissolu, et eux, ils vont dire, tiens, pour dissoudre, nos textes, nos statuts sont clairs. Il faut 75% de suffrages valablement exprimés en faveur de ton projet de dissolution. En l'état actuel des choses, le procès verbal de ton Assemblée générale organisée en juillet 2023 montre au compteur 73%, moins de 75%. Donc, notre structure n'a pas été dissoute. Et si ça glisse maintenant dans le cas du contentieux, moi, quand je t'attrais devant une juridiction, c'est quoi? C'est la partie civile, la partie demanderesse et la partie défenderesse. Et qui va juger maintenant? C'est le juge. Qui va s'asseoir avec son greffier, avec son procureur? C'est eux qui vont maintenant trancher. Et s'ils vont, dans ce sens, je suis convaincu que ceux-là auront raison. Parce qu'en fait, les 3/4 de suffrages valablement exprimés en faveur du projet de dissolution n'ont jamais été obtenus. Donc, ils vont se fonder uniquement là-dessus pour dire que notre JICAM existe toujours. Et si... et en passant même, Madame Donquin, lorsqu'on parle même de dissolution ici, toutes nos associations, nous disons souvent que lorsqu'il est question de dissoudre cette association, nous devons nommer un liquidateur, Madame. Nous devons nommer un liquidateur. Est-ce que le liquidateur a déjà été nommé? Et si c'est le cas maintenant, bon, on en douterait, parce qu'en fait, s'il avait été nommé, on aurait su. On ne le nomme pas en catimini. On le nomme pas en catimini. Et après, quand bien on nomme ce liquidateur... C'est vrai qu'il y a eu une période transitoire pour... On nomme un liquidateur, et à côté de cela, comme ça semble sentir déjà le contentieux, l'État parfois nous nomme également ce qu'on appelle un juge-commissaire. Donc au niveau, puisque vous êtes ici dans une circonscription juridictionnelle, vous appartenez donc à cette circonscription. À l'occasion, même nos entreprises, quand l'entreprise est un peu en difficulté, je fais ma mise à niveau, ça ne tient toujours pas. L'entreprise rentre en règlement préventif. Jusque-là, ça ne va pas. On nomme un administrateur provisoire, ça ne va pas. Allez, hop, on passe à la liquidation. L'État nomme un liquidateur et un juge-commissaire. Et le juge-commissaire, maintenant, est là. Le liquidateur est là. Il dit, bon, tous ceux qui sont, pour qui nous sommes des créanciers vis-à-vis de, vous avez 30 jours pour produire vos créances si vous êtes au Cameroun et 60 jours pour produire vos créances si vous êtes à l'international. Donc pour le cas du JICAM par exemple, ce liquidateur aurait donc demandé ça parce que le JICAM par exemple achète des choses, a des dettes aussi en tant qu'une entité économique, a des dettes. Donc le liquidateur aurait donc demandé, monsieur, produisez vos créances. On devait produire nos créances si nous sommes au Cameroun et 60 jours si nous sommes hors du Cameroun. Et à la fin de ce processus-là maintenant, c'est l'Assemblée générale qui décide, ce n'est même plus le bureau exécutif. Or, en l'espèce, je suis en train de dire, et je vais le redire, si le président Tawamba fait ce passage en force-là, il est en train de donner la passe à ceux qui sont contre son projet de fusion, de revenir avec leur JICAM, même si
on les cherche du côté de Bonadio, tous ces gens ont beaucoup de moyens, ils ont même leur siège, ils pourront trouver un siège ailleurs en disant voici le JICAM original ou alors le JICAM qui a résisté à la bourrasque. Ils vont trouver un nom, mais sans laisser tomber totalement le JICAM au sol parce que cette notoriété-là a une valeur monétaire qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main dans le landerneau de l'encadrement des opérateurs du secteur privé. Justement, jusqu'à présent, l'actuel exécutif, ou alors le président actuel, n'a pas dit qu'il voulait rester président. Il l'a pas dit clairement. Alors, comment botter dans en touche ceux qui pensent que cette bataille ici, c'est pour un maintien au pouvoir, lorsque, toujours parlant de cette élection projetée en janvier ou février 2024, sachant qu'il prévoit cela à la même période où est programmée la mise en route de la future nouvelle entité. Comment débouter ces personnes-là quand il y a ceci en face? Alors, mais madame, donc, la réalité, c'est que généralement, ceux qui modifient les lois ne vous disent pas que c'est en leur faveur. Regardez partout en Afrique, là où il y a eu les gens, même les constitutionnalistes parmi les plus sérieux commencent déjà à appeler ça coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire, la Constitution marque un verrou en disant le mandat, c'est de 5 ans renouvelable une fois, ou de 7 ans renouvelable une fois, ou de 4 ans renouvelable une fois, et après, on bouge ce verrou-là. Tous les chefs d'État qui font passer les textes à l'Assemblée et qui lèvent ce verrou-là ne vous ont jamais dit que c'était dans leur propre intérêt. Mais c'est après que nous constatons que leur parti portent toujours leur candidature pour aller déposer à l'instance chargée d'organiser les élections, que ce soit ici ou ailleurs. Donc, cela, de mon point de vue, devient comme un truisme, c'est-à-dire ça va de soi, c'est la palissade que de voir que le président est en train de s'échiner comme ça pour que quelqu'un d'autre vienne s'asseoir. Il transpire alors pourquoi? Le mandat était de 5 ans, il a ramené ça à 2 ans, à 3 ans. Et quelques mois seulement sont passés, parce qu'en fait 5 ans même c'est combien de temps, madame? Donc c'est 60 mois seulement. Oh, quand vous ramenez ça à 3 ans, vous êtes seulement à 36 mois. Vous êtes à 36 mois, donc ça devient encore plus court que jamais. Résultat de court, tout ce que vous avez envisagé comme réforme dans ce laps de temps-là ne tient pratiquement pas. Et je reste dans le mouvement associatif. À la FECAFOU, le mandat était de 2 ans. Quand le chef de l'État nommait, quand l'État nommait les présidents de la FECAFOU, le mandat était de 2 ans. Et les gens se sont rendus compte que la première année, tu te battais pour montrer ce que tu peux faire. Et la deuxième année, il fallait te battre encore pour l'élection qui devait avoir lieu en fin d'année. Donc tu étais en permanence en campagne. Ils ont amené ça à 4 ans. Même à la FIFA, est-ce qu'à la FIFA, le mandat était de 5 ans maintenant? C'était souvent des petits mandats, mais ils se sont rendus compte que des petits mandats font que vous soyez en permanence en campagne. Vous n'avez pas le temps de mettre en œuvre le contenu de votre profession de foi, parce que lors des élections, chacun a une profession de foi qui présente. Si vous me lisez, sur le plan économique, voici ce que je veux faire. Sur le plan de l'entrepreneuriat, voilà ce que je vais faire. Sur le plan de l'encadrement, de ce qu'on peut appeler les cadets sociaux, les femmes, les handicapés, les jeunes, voici ce que je vais faire. Ainsi de suite. Oh, quand vous arrivez maintenant, à peine vous êtes arrivé, 100 jours, vous n'avez rien fait, le système se bloque. Vous voulez soulever n'importe quoi, tous ceux qui vous ont voté, vous les avez directement en face de vous, ils ne sont plus à côté de vous, derrière vous, ils sont en face. Ils disent, mais nous nous sommes battus pour gagner cette histoire-ci. Monsieur, qu'est-ce qu'il en est? Et c'est une parenthèse, hein. Vous l'avez vu, tous les chefs d'État qui généralement se battent et on les met au pouvoir, ils prennent les gens ailleurs pour gérer avec eux. C'est fini, lors de la prochaine élection, ces gens nous mouillent pour le maillot et on peut vous battre comme on a battu quelqu'un en France. Je conclus donc, je conclus pour rester dans le sujet que quand le président se bat, transpire comme c'est le cas, puisqu'on crie depuis au moins 1 an, tiens, monsieur, ne le faites pas, il le fait. Non, non, ce n'est pas pour que quelqu'un d'autre vienne s'asseoir là-bas. Je suis convaincu que si on fait cette dissolution-là, avec de nouveaux statuts, vous voyez donc que ça ne s'applique plus à lui. C'est exactement ce qui se passe pour un chef d'État qui annule, qui saute le verrou qui modifie la Constitution. Hein? Alors qu'en réalité, ça devrait s'appliquer à lui, puisqu'il a déjà 2 mandats. Dans les faits, ça devrait s'appliquer à lui, puisqu'en fait, on ne décompte pas son mandat ce jour-là. Donc, quand il allait aux élections pour son 2e mandat, c'était la dernière fois. C'était la dernière fois. Donc, quand on arrive à la fin d'année, en réalité, même, c'est que les hommes politiques, ils sont plus forts que nous. En fin d'année, quand on arrive au bout du parcours, quand on se met debout comme ça, on va dire, quels sont ceux qui ont déjà exercé 2 mandats? C'est souvent lui. Madame Duncan va dans le cadre d'un match. Et le match est en train de se jouer.
Et madame Donkin dit que non, mon mandat de 4 ans, il passe à 7 ans. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous ne changez pas les règles de jeu alors que le jeu n'est même pas encore terminé. Match, oui. Ce n'est pas un cours de match. Vous laissez que le match prenne fin. Au bout de 90 minutes, si on est à égalité parfaite, on va à 60. On peut dire qu'on fait 15 fois 2. Ou alors on dit on passe directement au tir au but. C'est en début de match qu'on fixe tout cela. Ce qui fait que tout le monde qui rentre dans l'aire de jeu, les joueurs, les encadreurs, le commissaire du match, tout le monde est prévenu de ce que si à la fin du match, on est à égalité parfaite, on va directement au tir au but. Donc, pour rester dans le cas de ce que le président Tawamba est en train de faire, mon conseil, c'est de dire, président, fais appel à un deuxième tour. Ça ne t'enlève rien du tout. Je suis même convaincu que si tu bats bien campagne, il peut se passer que lors de ce deuxième tour-là, parce que il y a quelque chose, je conclue là-dessus, il y a quelque chose aujourd'hui, madame, donc en matière d'élection, il y a un électeur terrible qui se mêle presque à toutes les élections et presque sous toutes les latitudes aujourd'hui. Ça s'appelle l'abstention. Ça s'appelle l'abstention. Vous imaginez, quelqu'un s'est inscrit, il a pris du temps d'aller retirer son bulletin, sa carte d'électeur, et le jour maintenant du vote, il ne part pas. Donc, le président Tawamba peut bénéficier de ça également, c'est-à-dire qu'il bat campagne pour le deuxième tour. Les gens disent oui, on va venir. Et le jour là, quand ils ne viennent pas, on rentre en salle maintenant, son projet peut passer. Donc, justement, il regarde de ce côté-là s'il va apporter beaucoup d'apaisement dans le mouvement patronal. Que répondre à ceux qui pensent que toute cette bataille, c'est en fait la crainte du camp d'en face? Parce que si effectivement ils vont, il peut aller aux élections et il semble ne pas être prêt pour le challenger. Je m'explique. Oui. Il y a une partie qui estime que le camp qui conteste la fusion-création telle qu'on la voit aujourd'hui, ce sont des personnes qui craignent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, s'ils vont en challenge, c'est-à-dire si le président sortant se repositionne, c'est-à-dire qu'il y a les nouveaux statuts, donc il est candidat, ceux-là sont incapables de le challenger. Alors, mais ça va donc profiter au président Tawamba. Attends, quand vous contestez, madame, donc, à un moment, même dans la vie ordinaire, la vie est parfois à l'image d'un match de boxe. Le match de boxe, madame Donkin, se passe sur le ring. Si vous quittez le ring, vous êtes battu. Si vous quittez le ring, on dit 1, 2, 3, 12 secondes. Madame Donkin n'est pas revenue. C'est fini. On attache la ceinture autour de la taille de celui qui était en train de compétir avec madame Donkin. Donc vous voulez que Tawamba ne porte pas à bout ce projet. On dit cela se passe dans les urnes. Vous allez vous battre à être à jour de vos cotisations. Donc vous êtes éligible au statut d'électeur ce jour-là. Et le jour des élections, vous ne partez pas. Et vous voulez que ça se passe comment? Ils peuvent partir, mais ils se disent, bon, certains disent qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne seront pas de taille à affronter le président sortant. Non, je dis un mot. Non. Les élections là-bas, madame, donc, c'est pas un scrutin de liste. Absolument. C'est un scrutin uninominal à la présidence. C'est un scrutin uninominal. Et puis, nous ne sommes pas en Afrique du Sud. Même en Afrique du Sud, vous voyez très bien que le président Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, j'ai la date en tête, le samedi 11 février 1990. Oui. Là, je venais de faire un défilé devant les autorités avec mon saxophone. On y va rapidement. On va alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque lui, il est sorti de prison, tous ceux qui étaient autour de lui disaient que président, allons aux élections. C'est là il leur a dit que non. La règle est telle qu'il faut 10 voix des Noirs que nous sommes pour correspondre, pour égaliser un suffrage d'un blanc. On ne peut pas accepter ça. Donc pour cela, il nous faudra peut-être 40 millions de Noirs alors que nous sommes 32 millions pour pouvoir faire face à ces gens. Pas question, on lève cette loi-là. Ça sera one man, one voice. One man, one voice. Une personne, une voix. Donc pour le cas de Tawamba, je suis sûr que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire quoi? Les gens s'équivalent en voix. Ce n'est pas au conseil d'administration. On dit que le monsieur qui pèse, par exemple, 40%, sa voix pèse 40%. Il y a égalité ici, au niveau du GICAM. Donc, une voix, si je suis un homme, c'est une voix, je représente une voix. Très bien, si je contribue à hauteur de 100 millions, je représente une voix. Du président sortant. Comment? Il peut être question de notoriété du président sortant. Non, malheureusement, la notoriété n'est pas prise en compte au moment du décompte final. C'est-à-dire, on donne, voici le bulletin, vous venez maintenant, vous votez.
le oui, voici ça, le non, voilà ça. Voilà les papillons qu'on va déposer dans le box. Et puis, généralement, c'est des urnes transparentes maintenant. Même dans les assemblées générales des entreprises privées, c'est beaucoup plus des urnes transparentes. Donc, tout le monde va voir le dépouillement en direct. Ils n'iront pas loin. Ça sera dans une salle. Ça peut être chez eux, ça peut être derrière leur cou ou devant leur cou. Ça sera dans un endroit sécurisé. Très bien. Peut-on dire que les partenaires politiques soient satisfaits de cette brouille-là entre les mouvements patronaux? Si les partenaires politiques le sont, même personnellement, je devrais être peiné, puisque c'est mon univers, ça, le secteur privé. Le patronat doit être serein. Le patronat doit avoir même le soutien de l'État derrière lui. Le GICAM a entrepris beaucoup de projets. Hein. Un patron, un champ, je me limite simplement à ça. Vous imaginez, madame, donc un patron du GICAM et un champ. Regardez, qu'est-ce que nous importons? Le riz qu'on peut cultiver ici localement. On cultive le riz à Santou, on cultive le riz à Ndop, on cultive le riz à Tonga, on cultive le riz à Yagua. Alors, si on a seulement 200 patrons du GICAM qui ont chacun un champ, et chacun de ces champs, prenons le cas par exemple, champ de macabo, champ de patates, champ d'igname, c'est-à-dire des champs des spéculations agricoles que nous consommons le plus. Si on a un patron qui a un champ là-bas, ça veut dire que le GICAM pourra nous déposer sur le marché 20 000, 30 000, 40 000 tonnes de denrées que nous importons souvent. Et enfin, je pourrais même conseiller au GICAM d'aller dans le domaine, par exemple, minier. On dit, un groupe de 3 patrons, un patron, ils ont assez de moyens, un patron, un site minier, un patron, un affleurement rocheux. Madame, donc, avant que je n'entre dans ce studio, 1 kg d'or coûte 32 millions de francs CFA. 1 kg d'or, 32 millions de francs CFA. 1 kg de cacao, 2015 francs CFA. Les gens sont en train de danser à, je sais pas moi, dans les 7 bassins là, parce qu'on n'a jamais eu ce montant-là. Vous voyez la différence? 1 kg de cacao, alors qu'il y a tout un ministère qui encourage cela, le programme interprofessionnel le conseil interprofessionnel du cacao et du café, qui mettent beaucoup de moyens, les fongicides, les pesticides, les herbicides, les engrais azotés, potassiques, qui mettent beaucoup de moyens pour développer le secteur, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Donc si le GICAM se concentre à dire un patron, un site minier, et ils ont seulement 10 là-bas qui nous donnent, à la fin de l'année, je prends seulement 1 tonne d'or. 1 tonne d'or, ça veut dire 1000 kg d'or. 1000 kg d'or multiplié par 38 millions, là, ça fait beaucoup d'argent que le GICAM rapporterait à l'État du Cameroun. Ça fait également beaucoup d'emplois parce que c'est des exemples, c'est au moins de secteurs dans lesquels on ne triche pas. Quand on dit qu'il faut aller au fond de la mine pour chercher des gravats là-bas, vous ne restez pas sur le plateau comme nous sommes ici ou bien dans un bureau. Vous allez au fond de la mine. Lorsqu'il faut, par exemple, chercher le mercure pour arracher l'or qui se serait incrusté dans les gravats, monsieur, c'est pratique. C'est des gens physiques, c'est des travaux sur lesquels on ne singe pas. Donc la réalité est que le GICAM, tel que je vois là, pour moi, devrait retrouver rapidement la sérénité pour être véritablement au cœur de tout ce projet gouvernemental d'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. Et je suis sûr que si l'appel revient au GICAM et qu'ils essayent un peu de travailler sur la base de ce que j'indique, on n'aura pas besoin de 2035 pour atteindre. On sait que vous avez donné déjà quelques idées, mais en 1 minute, idées froides et objectifs pour que ce soit l'entreprise qui gagne à la fin. Pour que en 1 minute, sinon on sera coupé. Oui, pour que l'entreprise gagne à la fin, il faudrait forcément un deuxième tour. Parce que s'il y a un deuxième tour, le président Tawamba gagne, alors il sera fondé légitimement et légalement pour conduire son projet de fusion-création. Par contre, s'il n'y a pas ce deuxième tour-là, il y aura plein d'orphelins dans la maison qui vont se sentir exclus du champ du patronat privé, ce qui ne serait pas une très bonne chose pour nous et pour le nouveau patronat en devenir davantage, parce qu'en fait, ce patronat aura besoin de beaucoup de chefs d'entreprise pour leur contribution, parce que ça sera toujours une association. Et en tant qu'association, au sens de la loi camerounaise, elle n'est pas habilitée à recevoir les dons ni des legs. Elle ne compte donc que sur les cotisations. Et d'abord les frais d'adhésion et ensuite les cotisations de ses membres. Donc plus il y a des membres, plus la nouvelle entité aura assez de moyens pour être à la hauteur des attentes placées en elle et placées en ces dirigeants qui auront sorti les fonds baptismaux. Merci Dr Biada d'avoir accepté notre invitation et surtout pour tous ces éclairages avec des exemples à l'appui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Oriane et merci à tous nos millions de téléspectateurs. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.